Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 13 mars. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Au sommaire aujourd'hui, en actu, Gland qui se refait une beauté. Si les travaux du Vieux-Bourg et de la Grande Rue ont débuté, la municipalité promet de mettre tout en œuvre pour limiter les désagréments. Aujourd'hui avec nous sur le plateau, Johanna Baird, déléguée à l'économie, qui nous parle de l'accompagnement prévu aux commerçants. Bonjour Johanna. Ensuite, du côté sportif, depuis la reprise du championnat, le FC Stade Nyonnais a remporté tous ces matchs. L'équipe rêve désormais d'une montée en Challenge League. Avec nous sur le plateau, le vice-président de l'équipe, Luca Gazzetta. Bonjour, bienvenue à vous. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Enfin, culture, on va remonter le temps avec la préhistoire du paléo. C'était il y a 50 ans. Daniel Rossella et une équipe de copains organisaient leur premier concert à Nyon. On y revient en images, notamment lors de la soirée d'anniversaire. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je suis à la pisciculture de Nyon aujourd'hui parce que tu devrais le savoir, depuis le premier week-end de mars, eh bien les pêcheurs en rivière peuvent à nouveau pêcher dans les cours d'eau du canton de Vaud. Par exemple à l'As, bah oui, je suis au bord de l'As justement, alors tu vois des grands bacs ici, puisque cette pisciculture appartient à la Société vaudoise des pêcheurs en rivière, section Nyon, et on fait du repeuplement et de la reproduction de truites. Du coup, on va voir comment ça se passe. Alors, les poissons, ils sont un peu timides, mais j'en ai vu quelques-uns, on leur donnera peut-être à manger. Et surtout, on va tout expliquer de comment ça se passe ici, la gestion de la reproduction de ces poissons. À tout à l'heure. Super Alexandre, on va savoir de quoi sont nourries les truites dans la région de la Côte. À tout à l'heure, merci beaucoup. Johanna Baird, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes la responsable, vous êtes déléguée à l'économie pour la ville de Gland. Après Quepérol ou encore Gimel, c'est désormais au tour de Gland de connaître d'importants travaux. D'un côté, le Vieux-Bourg, de l'autre, Grand Rue, en passant les commerçants qui s'inquiètent notamment de cette durée de 3 ans de travaux. Consciente du danger, la municipalité a promis de mettre tout en œuvre pour accompagner ses commerçants. Johanna Baird, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir avec vous pour parler justement de ces travaux. Alors déjà, ça fait 1 mois qu'ils ont débuté. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà des retours du terrain et qu'est-ce qui se dit? C'est vrai, aujourd'hui, ça fait exactement 1 mois. Et c'est une période qui nous a permis de prendre nos repères et aussi de parler avec les commerçants, de parler avec les entreprises qui sont basées dans le quartier pour voir comment eux, ils vivent cette période. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés, ça il faut admettre, on ne peut pas le nier. C'est lesquelles par exemple? Il y a du bruit, les nuisances sonores, ça c'est une chose. Il y a 2 chantiers qui sont installés dans le périmètre de la Grande Rue pour l'instant. Donc c'est vrai que le trafic a dû être réorganisé et les visiteurs du quartier ont dû prendre des repères pour retrouver le parking qui ont été mis à leur disposition. C'est des changements. Voilà. Ouais, des changements que vous avez pourtant étudiés au préalable. On sait qu'il y a eu plusieurs rencontres qui ont été faites entre l'exécutif et les commerçants. Il y a aussi eu cette séance d'information qui avait lieu le 25 janvier dernier. Il était beaucoup question notamment d'accompagner ces commerçants. La ville a développé une enveloppe de 400 000 francs. C'est un dispositif d'accompagnement qui soutient les commerçants. À qui est attribuée cette enveloppe et comment est-ce que cet argent est réparti? C'est vrai, ce qui est nouveau dans le cadre de ce projet et ce préavis, qu'il y a un dispositif de 400 000 francs qui est dédié au tissu économique du quartier. Un volet le plus important de ce dispositif, c'est le volet qui s'appelle visibilité et duquel toute la population et tout le tissu économique pourra profiter parce qu'il s'agit de toutes les actions concernant la communication, la promotion, la publicité, la visibilité en général. Après, deuxième volet, c'est ce qu'on appelle la valorisation des vitrines des locaux. Donc l'idée de rendre les représentations encore plus esthétiques pour rester en ligne avec ce quartier qui va être embelli. Et puis, troisième volet, ce qui intéresse les gens le plus, l'aide financière. Il faut cependant ne pas oublier qu'il s'agit des aides ponctuelles qui vont être attribuées uniquement aux commerçants, donc pas forcément des services ou des entreprises de tout type, mais les commerçants qui prouvent que leur activité a été directement impactée par les travaux dans le quartier. Ouais, mais ça veut dire quoi, ces 400 000 francs? Quels sont les commerces? Vous citez les services, aussi les entreprises. Ça veut dire quoi que vous distinguez? Évidemment, ces 3 secteurs-là, mais qui va pouvoir bénéficier de ces 400 000 francs?
Comme je viens de le dire, c'est notamment le volet visibilité qui s'adresse en fait à nos clients et aussi à toutes les entreprises, mais surtout les commerçants. C'est vrai qu'on est à l'écoute de nos commerçants, on se rend compte que cette période est difficile. On a bien étudié l'expérience des autres communes, notamment de Rolle ou les autres communes qui ont vécu cette période des chantiers qui durait plusieurs mois. Ça a été difficile, hein. Vous citez les exemples de Rolle, Coppet. On sait qu'il y avait eu beaucoup d'inquiétudes, des commerçants qui étaient notamment en colère. Vous avez justement décidé de prendre les choses en amont et d'étudier ça avant. Mais quand même, hein, si on regarde 400 000 francs, si on regarde 176 personnes qui pourraient en bénéficier, ça fait finalement environ 2 000 francs par bénéficiaire. C'est pas beaucoup, hein. Donc justement, il ne faut pas compter de cette façon. Les aides financières vont être attribuées peut-être à une dizaine d'acteurs concernés et pas plus. C'est surtout la visibilité, les animations aussi, la communication qui vont être visibles et dont toute la population va profiter. Et en parlant de cette expérience de fois négative des autres communes, notre ambition à Gland, c'était de profiter de ce moment, un challenge, un moment qui est assez difficile, mais essayer de le retourner en opportunité, de profiter pour justement connaître encore mieux nos commerçants, de s'approcher à eux, de le réunir entre eux, de lancer de nouveaux projets. Donc on espère que cette période, ce chantier va être une expérience dans l'ensemble assez positive pour l'ensemble de pour nos penser l'économie autrement, parce qu'on sait que l'objectif, c'est finalement de donner plus de visibilité à ces commerçants. C'est ce que vous nous expliquez aujourd'hui. Pour revenir sur cette soirée d'information, il était beaucoup question de trafic, hein. Il y avait beaucoup d'inquiétudes quant à savoir comment avoir accès notamment à certains services. Il y a certains médecins ou peut-être physiothérapeutes qui s'inquiétaient, qui disaient finalement nos patients à mobilité réduite ou personnes plus âgées doivent se parquer plus loin et n'ont pas accès directement en bas de nos bureaux. Est-ce que ça a pu être arrangé justement ? Tout d'abord, c'est vrai que nous reconnaissons cette caractéristique du Vieux-Bourg. On a relativement peu de commerces, avec une dizaine, quinzaine de magasins de vente de détail, mais on a plusieurs dizaines de cabinets de soins, de cabinets médicaux. Et nous connaissons leurs préoccupations. Nous savons bien que leur patientèle a pris cette habitude de venir se garer directement devant la porte, de profiter de places de parc qui sont facilement accessibles. Et nous cherchons des pistes, comment les accompagner. Après, c'est vrai que ponctuellement, les places de parc seront inutilisables. Donc, on cherche toujours des alternatives. On étudie vraiment la situation cas par cas. Donc, actuellement, dans le périmètre de la Grande Rue, nous avons plusieurs dizaines de cabinets qui sont concernés et on essaye d'être à leur écoute. Tout en sachant... Rolle, par exemple, il y avait eu plusieurs commerçants qui s'étaient mis ensemble pour alimenter un site internet quasiment de manière simultanée, où on informait la population de dire à telle place, il y a une place de parc qui est disponible ou pas. On sait que Gland souhaite aussi avancer dans cette démarche-là. Il y a notamment le projet de Smart City. Est-ce que ça, c'est des solutions qui sont envisageables ou quelles sont justement les solutions que vous envisagez ? C'est vrai, il y a plusieurs pistes qui sont en réflexion, mais pour l'instant, la solution est très simple. Il y a des places de parc supplémentaires qui ont été mises en place devant le bâtiment communal, les places avec les lignes jaunes où les visiteurs peuvent se garer jusqu'à 2 heures, ou les places avec des lignes bleues qui restent toujours en disponibilité. Et derrière le bâtiment communal, les 2 grands parkings qui restent aussi à disposition. À cela s'ajoutent toutes les places privées qui sont directement devant les commerces. Donc je pense que cette question de parking va être résolue, mais je profite à chaque occasion de rappeler que le quartier reste pleinement accessible à pied et aussi en vélo. C'est aussi un moyen de communication qui peut être intéressant. Nous encourageons vraiment à notre population à venir et à découvrir le quartier, parce qu'en venant en voiture, on risque de s'arrêter juste devant un commerce et puis repartir. Par contre, en prenant un moment pour se promener, on peut découvrir beaucoup de nouveaux commerces qui viennent de s'installer dans le quartier récemment et que les gens ne connaissent pas encore forcément. Oui, très bien. Donc, en résumé, on travaille sur la communication, on travaille également sur la visibilité des commerces. Et puis, s'ajoute à cela, finalement, le tissu économique de Gland qui continue à vivre, pas seulement dans ces quartiers-là. Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Oui, bien sûr. On sort actuellement de cette période hivernale qui est naturellement caractérisée par un certain ralentissement et on entre dans cette période pleine d'énergie où on voit déjà de nouvelles initiatives. Très concrètement, samedi et dimanche prochain, je vous invite à nous rejoindre à Montoli, à la foire régionale de la Côte. Alors, c'est un événement qui réunit plusieurs artisans, entreprises de Gland et de la région. Donc, ça concerne tous les acteurs économiques et toutes les personnes intéressées par l'économie locale. Ensuite, il y a des nouveaux commerces ou
pas si nouveau que ça, qui vient de fêter par exemple une année de leur présence au Vieux-Bourg. Je vous invite à aller le découvrir à la rue des Jurats, à la rue de Bourgeot. Il y a pas mal de changements. Vous voyez des vitrines qui sont redécorées avec beaucoup d'originalité et de créativité. Je profite pour féliciter à nos commerçants par leur attitude positive qu'on voit beaucoup et qu'on apprécie beaucoup. Et évidemment, votre service qui reste à disposition non seulement des commerçants, mais de la population. Johanna Verd, déléguée à l'économie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Bonne journée, au revoir. Alexandre, bon, dis-nous tout sur ces truites. Tu es à la pisciculture de Nyon. Oui, tout à fait. Je suis en compagnie d'Edmond Ray. Bonjour Edmond. Bonjour. Alors Edmond, vous êtes le président de la section Nyon de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière. Alors, l'ouverture de la pêche en rivière, c'était le week-end passé. Le week-end passé, le 7 mars. Bon alors, c'est toujours une bonne nouvelle pour vous. C'est toujours une bonne nouvelle. Tout le monde attend avec passion cette ouverture. Ouais. Alors, ça s'est passé comment cette année Ça s'est bien passé. Le temps était agréable. L'eau, il y en avait. Puis les prises, elles ont été... Ouais, là, les prises sont discutables, mais c'est quand même pris du poisson. Pourquoi elles sont discutables, les prises? Parce que, voilà, elles n'avaient peut-être pas l'envie de manger. Tout simplement. Elles avaient envie de rester dans les cours d'eau. Oui, bien sûr. D'accord. Il faut pêcher, ma foi. Il faut savoir aussi où placer son leurre et puis se cacher. Il faut être un petit peu rusé parce qu'il faut quand même dire que le 7 mars, les eaux étaient claires. Ah oui, effectivement. Donc, il fallait aller au bord de l'eau avec prudence. Ouais. On va reparler justement des enjeux de la pêche en rivière, de la sécheresse aussi hivernale avec le manque d'eau justement dans les cours d'eau. Mais d'abord, Edmond, j'aimerais comprendre où je suis. Parce que moi, je suis arrivé ici, vous m'avez dit, c'est la pisciculture de Nyon. Et il y a 4 bassins et c'est ici qu'on fait de la reproduction de truites. Alors, je vais juste changer l'angle de ma caméra pour qu'on vous voit bien. Alors, Edmond, qu'est-ce que vous faites ici, précisément? Alors, là, on fait de l'élevage, on fait la production de truites, fario. Ça veut dire Donc, ça veut dire qu'au mois de décembre et janvier, on prend les œufs de nos poissons qui sont dans ces bassins. Et ces œufs, en fait, on les remet à la pisciculture de l'île qui s'occupe de les faire éclore et faire des alevins. C'est quoi des alevins? L'alevin, c'est donc il y a les œufs et les alevins et les alevins. Donc, une fois que les œufs ont éclos, ça donne des alevins. D'accord. Et ensuite, ça devient... Alors, ces alevins sont pré-nourris à l'écloserie de l'île. Ensuite, ils sont repris par les différentes sections du bassin Rhône. D'accord. Et remis en rivière. En partie remis en rivière. Alors là, vous avez... Donc, qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes responsable, en fait, de la reproduction des poissons? Et puis, pourquoi, surtout? Alors, on nous confie des poissons pour fournir des œufs à l'État. Voilà. Au canton de Vaud. Alors, voilà, ça demande différentes étapes. Parce que ces poissons, on doit les élever quand même. Alors, dans le bassin 1, on a des poissons d'une année. Ouais. On ne les voit pas, là, si je m'approche. Non, vous n'allez pas les voir, ils sont cachés. Ils sont cachés dans 1 mètre d'eau. Ils font 10 et 15 cm. D'accord. Dans le bassin 2, on a des poissons d'une année et demie, 2 ans. Là, il y en a un peu de toute taille. Il y en a de 20 cm à 30 cm. Mais actuellement, il y en a très peu. Il y en a de 50. Donc, que je comprenne bien, Edmond, vous pêchez ces poissons, donc c'est des truites principalement. Oui. Vous les pêchez dans les cours d'eau, donc dans l'As par exemple, et ensuite vous les mettez dans ces bacs ici à la pisciculture de Nyon pour faire de la reproduction. Oui. C'est le garde-pêche permanent qui va dans les rivières sauvages pour nous amener des futurs géniteurs. D'accord. Voilà. Alors, il y a... Ensuite, le 3e bac... Alors, le 3e bassin, ça, c'est des géniteurs qui sont prêts pour la reproduction. 3 et 4, ces 2 bassins-là, au mois de décembre, on sortira les poissons. Donc, on peut les voir. Il y a mâle et femelle. Ah voilà, il faut leur lancer de la nourriture. Alors, venez un peu vers moi, Edmond. Voilà. Ah ben voilà. Alors, Andrea, tu les entends peut-être au nom de Dieu. Ouais. Alors, ils vont mouiller le téléphone si je m'approche trop. C'est des poissons qui font entre 1,5 kg et 2,5 kg. Ouais. Là, il y en a 110.
D'accord. Et il y en a combien au total de poissons ici? Là, il n'y a que de la fario. Que de la fario. D'accord. Ouais. Et vous en avez combien entre ces 4 bacs-là? Alors là, on a 110, 220, 200, 420, 470. Et alors qu'on comprenne bien, ça sert à quoi de faire de la reproduction des truites? Voilà, c'est pour, géré, ma foi, en fait, alimenter nos rivières pour qu'il y ait toujours du poisson pour les pêcheurs qui prennent leur permis. Et puis ça alimente les rivières, puis ça leur donne un peu de vie dans ces rivières, vous voyez? D'accord. Oui, parce que à présent, avec le peu d'eau, je pense qu'il faut que l'être humain aide un petit peu à revitaliser ces rivières, vous voyez? Ouais. Voilà. Il faut en fait réguler justement la pêche et donc faire du repeuplement des truites. Faire du repeuplement, tout simplement. Ouais. Et ça demande pour redonner un peu de vie dans ces rivières. Ouais. Voilà. Ça demande quoi comme travail pour vous, Edmond, là, dans cette cabane de pêcheurs? Alors, on voit votre collègue Michel au fond qu'on salue, mais ça demande quoi comme travail concrètement? Alors, quotidien. Ouais. Ça demande un travail quotidien. Ces poissons sont nourris quotidiennement avec ce genre de nourriture. Hein. C'est du granulé à base de poisson, de soya, je sais pas où jusqu'à... Mais enfin, c'est des granulés. D'accord. Voilà. Parce qu'ils restent là 365 jours par année, vous voyez. Donc, il faut qu'ils s'accouchent après dans ces bassins. Après, on les met là-dedans. Oui. Ben voilà, un nourrisseur, par exemple. Très bien. Ça tourne 12 heures. Et tous les jours, on vient mettre de l'aliment dans ces nourrisseurs pour enfin nourrir nos poissons. Et nettoyer les bacs aussi. Alors, les bacs, les bassins se nettoient une fois par mois. Une fois par mois, ouais. D'accord. On sort nos poissons et on est obligé de laver. Ouais. Et alors, ça prend combien de temps, Edmond, du moment où justement le poisson arrive au bac 1, et ensuite il y a la reproduction, et ensuite il y a les œufs, et ensuite on les remet dans l'as? 2 ans, 4 ans. Donc, les bassins 1, ça va 2 ans. D'accord. Alors, le 3, une année. Et puis là, on garde nos poissons 3-4 ans. Les bassins 3 et 4, 3-4 ans. Et le temps pour qu'un œuf, une fois qu'il y a la reproduction qui a été faite, pour que l'œuf puisse éclore, ça donne un alevin et qu'ensuite ça donne une truite qu'on remette à l'eau, ça prend combien de temps? Je ne peux pas vous dire. Ah, tout dépend. Ouais, ça dépend de la température de l'eau, ça dépend du nourrissage, je suppose. Ouais. Alors ça, c'est pas mon domaine. C'est aussi un spécialiste qui fait ça. D'accord. Ouais. Bon, eh bien voilà ce qu'on peut dire de la reproduction de ces truites, voilà, qui sont mises dans ces bacs, et qu'ensuite, eh bien, on remet à l'eau pour que les pêcheurs puissent, eh bien, s'adonner à leur passion et aller récupérer ces truites. Edmond, ça vous dit qu'on fasse une petite pause et puis qu'ensuite on se retrouve et que vous m'expliquez comment être un bon pêcheur? Tout à fait. Bon, eh bien, très bien. Alors Edmond, il a envie. À tout à l'heure, Andrea. Il va tout m'expliquer sur la pêche. Ça marche. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Et on ouvre à présent une page de sport avec vous. Luca Gazzetta, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de la reprise du championnat du FC Stade Lyonnais qui a remporté tous ses matchs dans le dernier en date face à la 2 des Young Boys ce samedi à Colombray. Résultat 4-3. Désormais deuxième du classement. L'équipe rêve d'une montée en Challenge League. Vous avez mangé du lion? Oui, franchement, depuis la reprise du championnat, tout se passe bien. Le groupe vit super bien et on a réussi à enchaîner 4 victoires d'affilée. Et si on prend le dernier match du championnat du premier tour, on a aussi gagné. Du coup, on est sur une série de 5 victoires de suite. Donc on va essayer d'enchaîner ça dès ce week-end sur un déplacement à Cham qui s'annonce compliqué. On va essayer de comprendre justement comment ça s'est passé. On va revenir sur le match de ce week-end, notamment face à la 2 de Young Boys, je le disais. Et vous partiez pourtant affaiblis, parce qu'il y avait plein de blessés, des malades, du suspendu. Et pourtant, vous avez gagné. C'est quoi? C'est la force du mental ou comment vous l'expliquez? Je dirais plutôt que c'est la force du groupe. Depuis le début de la saison, on sent que toute l'équipe est concernée. Ceux qui jouent un peu moins, ceux qui sont remplaçants, tout le monde se donne à 100%, que ce soit aux entraînements ou au match. C'est vrai que ce week-end, on avait 7 joueurs absents, dont moi, j'ai pas pu jouer. Et on a senti que le groupe, il était toujours là, qu'il a mis la barre très haute. Ouais, on le voit à l'image, ça je crois que c'était à la sortie du match, tout le monde fête. Ouais. C'est quoi l'ambiance qui règne aujourd'hui dans le club? Franchement, on est assez serein. On sent qu'en coulisses, ils font tout pour
pour pouvoir valider cette montée. Donc après, c'est à nous de faire le job sur le terrain et c'est ce qu'on est en train de faire dès maintenant. Ouais, le résultat aussi peut-être du nouvel entraîneur, Christophe Cachili. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui son succès ou comment il a réussi à apporter sa patte à l'équipe et à vous pousser tous vers le haut? Il apporte une certaine dynamique. Il est très proche de ses joueurs. Donc quand on est joueur, on aime bien forcément que le coach soit présent, qu'il donne beaucoup de conseils. Si on a besoin de quoi que ce soit, il est toujours là auprès de nous. Donc c'est clair qu'on a tout pour bien faire dans cette équipe. Ouais, c'est quoi sa patte à lui? Est-ce que ça passe par beaucoup de visionnage, de revoir les matchs peut-être en images, peut-être plus de travail en équipe, plus de rencontres en extérieur? Comment est-ce qu'aujourd'hui le groupe est arrivé à C'est vrai qu'on fait quand même pas mal de tactiques aux entraînements. Au début de saison, durant la préparation, je me souviens qu'on avait quand même pas mal de peine. Mais dès qu'il a réussi à amener sa patte, on a vu que les résultats de l'équipe y suivaient directement. Donc c'est très bien comme ça. Du coup, vous êtes deuxième du classement, juste derrière Lucerne. Vous êtes plutôt bien placé pour prétendre justement à cette promotion en Challenge League. J'imagine que vous y croyez. Franchement, je dirais que c'est l'année ou jamais, parce qu'on sait qu'il y a deux équipes qui vont monter et le troisième il sera barragiste. Donc on se dit que c'est cette année ou jamais. Donc on fait tout sur le terrain pour y accéder. Ouais, qu'est-ce que ça apporterait justement au club et à l'équipe? Ça apporterait du renouveau, surtout qu'on a quand même pas mal de joueurs qui bossent à côté. Donc on sait que le club il est pas à 100% professionnel. Donc on aimerait plutôt se stabiliser dans cette ligue-là, enfin déjà monter, et après essayer d'y rester, quoi. Ouais, vous disiez, ça se passe tout de suite déjà au prochain match. Sur quels aspects est-ce que vous allez travailler? On sait que les déplacements à Cham, ils sont assez compliqués. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui gagnent là-bas, donc on va essayer d'y aller avec les crocs, comme on dit, et d'arracher cette victoire. Luca Gazzetta, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes le vice-capitaine de l'équipe et puis on se réjouit surtout que vous nous rameniez cette coupe à la maison et de pouvoir fêter en votre compagnie. Merci beaucoup, très belle journée à vous. Vraiment. Pour continuer, on va s'intéresser à la culture. On va revenir en arrière dans le temps. C'est la préhistoire du paléo qui naissait il y a plus de 50 ans. Le 12 mars 1973, Daniel Rossella et une bande de copains organisaient leur premier concert, un événement qui donna ensuite lieu au Folk Club de l'Escalier et plus tard au plus grand open air de Suisse du festival. Retour sur cette date anniversaire en images. Monsieur Daniel Rossella. 50 ans de votre premier concert, la préhistoire de Paléo. Tout commence le 12 mars 1973. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est le jour où nous avons organisé, c'était un lundi, le premier concert folk avec Bluegrass Connection, organisé avec les complices du Centre des loisirs de Nyon. On n'avait aucune idée combien il y aurait de spectateurs. Il y en a une cinquantaine qui avaient payé 5 francs. On avait demandé à tous les jeunes qui fréquentaient le centre de loisirs de participer à l'organisation du concert et chacun devait assumer une tâche. J'ai vu des étoiles dans les yeux de ces jeunes et à la fin du concert, tout le monde nous a dit « mais il faut en faire d'autres ». C'était intimiste parce que le théâtre de l'Escalier était petit. C'était un petit miracle de pouvoir être dans l'histoire et derrière la scène et avec les artistes. Avec certains artistes, il y avait le concert à la grande salle de Nyon. Et ensuite, quand le concert était fini, on faisait les spaghettis bolo dans la salle. C'était magique. C'était festif parce qu'à l'époque, on était hyper festif. C'était hyper créatif. On a vécu une époque formidable. J'avais 19 ans, donc j'étais effectivement bien jeune. J'étais très motivé, comme je le suis toujours. J'étais passionné, comme je le suis encore. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est que je me suis inventé un métier après ces concerts. J'avais fait un apprentissage dans une usine, mécanicien électricien. J'avais appris tout ce que je voulais jamais faire. Il faut rendre hommage à Daniel, qui a tout mis en place avec, je dirais, un certain aplomb, pour ne pas dire un certain culot. Et puis, il avait une chose qu'il a toujours. Et c'est un mot que j'aimerais qu'on retienne avec Daniel, c'est la conviction. Il disait on va faire ça, ça avait l'air de rouler, tout avait l'air facile et tout. Et puis plus on s'approchait de la date, plus il était dans un état
d'émotion et de tension. Vous y étiez le 12 mars 1973 ou pas? Pas à ce concert-là, malheureusement, non. Je ne sais pas si ma maman m'a peut-être interdit d'y aller, mais je n'ai pas de souvenir. Vous êtes arrivé à quel moment alors, vous? Je dirais en 80. J'ai d'abord officié comme samaritaine sur le terrain à coller des sparadraps sur des pieds coupés. Moi, ma vraie aventure avec Paléo, avec le festival, ça a été le premier en plein air en 77. Mais c'était compliqué à l'époque. On était quand même catalogués comme des jeunes marginaux. On avait les cheveux longs jusque-là. Oui, c'était une époque extraordinaire. Je dirais beaucoup plus permissive qu'aujourd'hui. Je fréquentais le centre de loisirs à l'époque. J'avais 14 ans, ou 15, 14. Et j'étais avec Daniel, avec tout le monde. On allait faire un spectacle. J'étais insouciante et à fond de tout. J'ai quitté la Suisse en 74 et que je reviens aujourd'hui pour la première fois depuis. Finalement, tout démarre avec une bande de copains. Et si Paléo est là presque 50 ans plus tard, c'est peut-être dû à ça. Alors c'est sûr qu'on était très liés, le collectif était très important. Et puis on était assez fêtards quand même. On aimait la musique, on aimait la fête aussi. Les vieux copains, il y en a beaucoup que j'ai perdu les noms. C'est-à-dire, ce qui est formidable, c'est qu'on retrouve toujours les visages. En tout cas, un élément du visage, un regard, un sourire. Il y en a là, dans la salle, que vous n'avez pas vu depuis 50 ans? Oui. Jacques est là. Jacques Monnier, vous ne l'aviez pas vu depuis 50 ans? Oui. Bonsoir Jacques Monnier. Bonsoir. Programmateur historique du Paléo. Vous étiez où le 12 mars 1973? Alors j'étais en Provence, parce que je venais de déménager avec mes parents dans le sud de la France. J'étais très triste, parce que Daniel, c'était mon meilleur ami qui organisait ce premier concert. Et moi, j'étais dans ma maison en Provence. Et j'ai vécu tout ça par télépathie un peu. C'était quoi les échos que vous aviez de ce concert? Daniel, il était comme un fou. C'était son premier concert, donc on s'écrivait à l'époque. Il n'y avait pas Internet, on n'avait pas de téléphone, donc il me faisait des lettres. Mais à aucun moment, j'imaginais que ça serait la naissance de quelque chose de plus important. Je suis assez fier quand même. On a eu des bonnes idées, on a eu un peu de chance, on a eu des circonstances parfois difficiles. Donc si je regarde le chemin parcouru, je suis vraiment très content de 50 ans d'activité. 50 ans de carrière, j'y pensais jamais. Et on termine cette émission avec toi, Alexandre. Tu vas nous dire qu'est-ce qu'il faut pour être un bon pêcheur. Mais toi, tu as encore un petit bout de chemin à faire. On t'a vu tout à l'heure à côté du bac. Tu étais plutôt surpris de voir ces truites. On aurait dit que tu étais à côté de requins, je crois. Je me suis un petit peu moquée, je dois avouer. Ouais, je n'ai pas mon permis de pêche, moi, Andrea. Par contre, Edmond, il a son permis de pêche. Ça, c'est sûr. Avant de parler de la pêche, je crois que vous vouliez me parler de la fraye, puisqu'on a oublié de parler de la fécondation des œufs qui se fait ici. Oui, comment ça se passe? Alors, je vous explique. Les bassins 2 et 3 sont vidés, triés. Donc, on met les mâles ensemble et les femelles ensemble. D'accord. Une fois qu'on a toutes les femelles ensemble, on sort ces femelles de ces 2 bassins et on les met en circulaire. Ah. Voilà. Ensuite, on est 3 bonhommes autour de cette table. On prend les femelles les unes après les autres, on leur presse sur le ventre et puis les œufs sortent naturellement. D'accord. Voilà. Ainsi de suite. Donc, on a peut-être 100 femelles à frayer ou 200 femelles à frayer. Voilà. Ah oui, c'est du boulot. C'est du boulot. Mais alors, est-ce qu'il y a une période particulière de l'année? Parce que ça se fait. J'aurais dû préciser. Ça se fait entre décembre et janvier. Entre décembre et janvier. Voilà. Ça, c'est vraiment la fécondation. La fraye. Alors, la fécondation, c'est qu'une fois que nos œufs sont là, on prend les mâles qu'on a séparés et puis on leur met de la laiteuse sur les œufs. D'accord. Puis on brasse gentiment les œufs. Puis après, il y a tout un processus. Donc, toute la fécondation se fait sur une table dans un bac. Ici. D'accord. Bon, parlons de la pêche. Edmond, pourquoi, justement, est-ce que, traditionnellement, il y a des périodes d'ouverture et de fermeture de pêche en rivière, alors que dans le lac Léman, on peut le préciser, on peut pêcher toute l'année, en fait, sur son bateau, mais en rivière... Ah, non, corrigez-moi. Non, il y a des périodes de pêche qui sont... c'est une loi qui a été décidée comme ça parce que c'est des périodes de protection, comme ils appellent ça. Ouais. Si on pêchait toute l'année, je pense qu'il n'y aurait plus de poissons. Il n'y aurait plus grand-chose.
dans le lac, et puis les rivières, ça c'est sûr. Hein. Alors il y a des périodes pas d'abstinence. Oui, bah si, on peut le dire comme ça. Voilà, il y a des périodes où, ma foi, le poisson est protégé. Oui. Et puis, la pêche en rivière, ben, elle s'ouvre le premier dimanche de mars jusqu'à fin septembre. Ouais. Michel nous souffle derrière. Puis, les lacs de montagne, ça se reporte, certains lacs se reportent encore jusqu'à la fin octobre. D'accord. Mais disons, en rivière, c'est mars, 1er mars, fin septembre. Jusqu'en septembre. Voilà. Alors, j'aimerais savoir un peu ce que ça change d'être pêcheur en rivière par rapport à être pêcheur dans le lac. Ah, c'est pas du tout la même pêche. Hein. Au lac, vous allez en bateau, vous avez les traînes, voilà, vous êtes tranquille, et puis vous avez toutes sortes d'instruments là qui flottent sur le lac, et puis voilà, puis ils attendent que les poissons mordent. Alors qu'en rivière, tandis qu'en rivière, il faut le chercher. C'est un peu le chasseur, si vous voulez. Ouais. On est un peu chasseur, si vous voulez. Bon, il y a une fierté, justement, on imagine, être pêcheur en rivière par rapport à être pêcheur en lac. Est-ce qu'il y a des petites rivalités entre vous? Oh, bien sûr. C'est vrai? Oui, bien sûr. Comme quoi, par exemple? Mais bon, voilà, il y en a toujours qui font des bons poissons, des gros poissons. Ouais. Il y a toujours des gens qui font des exceptions. Quoi. Ouais. Voilà. Bon, alors, la pêche à la ligne en rivière, donc dans l'As, justement, qui coule l'Ivière, la Promontouse, tous les ruisseaux qui sont autour de Lyon sont pêchables. Et alors, comment ça se passe, la pêche, en ce moment? Quelles sont les difficultés auxquelles est confronté le pêcheur en rivière en 2023? Alors, première chose, il faut avoir un permis. Alors le permis journalier, le permis hebdomadaire, le permis mensuel et le permis annuel. Et comment je fais, moi, si je veux devenir pêcheur en rivière? Alors, la première chose, vous devez faire votre SANA. Donc, c'est un cours qui vous oriente sur la pêche, qui vous dicte certaines pratiques sur la pêche, qui vous oriente aussi sur les lois, parce qu'il y a une loi, hein, il y a une loi sur la pêche, il y a des décisions. Tout ça, ce cours SANA, ça vous donne le droit ensuite Alors de après, pêcher. vous avez un examen et puis ensuite vous touchez votre attestation SANA. Voilà. Puis à ce moment-là, vous pouvez prendre votre permis de pêche, puis aller en rivière, voilà. Et après, vous trouvez un bon copain qui pêche bien et puis qui peut m'apprendre à pêcher. Qui vous oriente, qui vous éduque. Comme vous, par exemple. Comme moi, comme j'ai eu. Et alors, est-ce qu'on a le droit de pêcher combien de poissons, je ne sais pas, par jour, par semaine, par mois? 6. Pour le permis annuel, c'est 6 poissons par jour. 6 truites par jour en rivière. Voilà. Et après, le poisson, on a le droit de le manger au repas de midi. Voilà, On en fait ce qu'on en veut une fois. Vous en êtes propriétaire, et puis voilà. C'est-à-dire que là, les poissons qui sont dans vos bacs, ils appartiennent au canton à de l'État, Vaud. Là, on ne pêche pas. C'est pas pêchable. Voilà, c'est ça. Mais une fois qu'on pêche en rivière, le poisson nous appartient. Voilà. Alors, on a entendu beaucoup dire, avec la sécheresse déjà de l'été dernier, mais aussi la sécheresse hivernale, Edmond, qu'il y avait de moins en moins d'eau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça devient problématique pour les pêcheurs en rivière? Alors oui, c'est vrai, parce que le manque de neige, hein, vous voyez, cet hiver, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu très peu de neige. Hein. Donc la neige, ça amène de l'eau. Ça fait une réserve d'eau pour les rivières. Comme cette année, malheureusement, il y a eu très peu de neige. Hein, je pense que la sécheresse va être aussi... va être, je pense, sévère. Donc moins de poissons? Oui, ça aura une incidence sur les poissons parce que il y a les pêcheurs, il y a encore les oiseaux piscivores, voilà. Il y a qui vont aussi manquer de qui vont aussi poissons, pêcher à leur façon. Ah ouais. Voilà, ça nourrit les. Donc c'est pour ça justement aussi que vous permettez avec la reproduction ici, justement d'accélérer un peu ce processus qui fait qu'avec la sécheresse, il y a de moins en moins d'eau. C'est ce que vous avez constaté tout au long des décennies où vous pêchez. Ça fait combien de temps que vous pêchez, on précise quand même? Ça fait 69, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans que vous pêchez. Donc voilà, vous avez constaté cette sécheresse. On parle... Oui, c'est manque d'eau, c'est déficit d'eau. Déficit d'eau. Qui devient effectivement problématique, mais il y a aussi, on parle de pollution des eaux. Alors, déficit d'eau, voilà, ça vous amène de la pollution, hein, parce que forcément, toutes ces petites steppes-là, eux, elles diminuent pas leur volume dans les steppes, ça se diminue pas, ça passe à la rivière, vous comprenez, hein,
ça doit être traité, mais il y a quand même ces anciennes steppes, elles laissent quand même filer beaucoup trop de micropolluants, de déchets, tout ce qu'on veut. Voilà. Et donc ça veut dire alors quoi? Ça impacte justement nos rivières parce qu'il y a moins il y a d'eau fraîche, plus la rivière est impactée par ces pollutions. Et plus les poissons meurent. Puis plus les poissons, ma foi, ils n'aiment pas la pollution, le poisson. Ouais. Bon, je pense quand même qu'ils ont quand même l'instinct de redescendre puis de rejoindre le lac. Ouais. En tout cas, les points d'eau qui sont viables pour eux. Alors, pour terminer, Edmond, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux pêcheurs de rivière pour cette année? De bonne pêche. Puis de l'eau. Et de l'eau. Et puis une bonne pêche, puis voilà. Puis que les poissons soient heureux dans vos bacs et qu'ils nous fassent plein d'œufs. On les tient, on essaye de leur faire garder le sourire. Ouais. Comme vous, Edmond, merci beaucoup de m'avoir accueilli à la pisciculture de Nyon. Et puis, bonne pêche, justement, à tous les pêcheurs qui nous regardent, Andrea. Merci à toi pour cette jolie rencontre, Alexandre et Edmond. Salutations à vous deux à la maison. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme.